Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au social. Et Dieu sait, c'est une des choses à voir avec notre invité Patrick Bonfils. Bonjour. Bonjour aux auditeurs, bonjour Camar, bonjour Léo. Alors, j'ai tendance à dire aujourd'hui directeur de la cohésion sociale, mais avec vous ça change assez régulièrement. Votre titre aujourd'hui, c'est quoi ? Oui, ça change assez régulièrement et ça va encore changer au 1er avril. Pour l'instant, je suis directeur de la cohésion sociale et je suis directeur par intérim de la DIECT, donc la direction du travail, la concurrence, la consommation. On avait dit déjà à l'époque que c'était compliqué de gérer la DIECT et le social. Et à partir du 1er avril, donc, je serai directeur d'une nouvelle direction qui regroupe justement l'ancienne direction du travail et la cohésion sociale. Et c'est pas une blague. Non, mais c'est justement, on en a parlé l'autre fois. Hein, c'est difficile de combiner les deux. Mais je reviendrai pour en parler spécifiquement. Avec plaisir. Mais pour l'heure, revenons au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est ces fameux bons alimentaires, ces communes qui doivent signer des partenariats, le plafond qui a été monté à 500. Des gens disent que ces bons alimentaires sont en fait pour des sans-papiers, une déclaration en disant c'est fait pour les Mahorais et les habitants de Mayotte. Et les habitants de Mayotte, on peut croire que c'est tout le monde. Expliquez-nous, éclairez-nous là-dessus. Alors, l'aide alimentaire que nous avons mis en place est une aide qu'on appelle inconditionnelle. Et dans le cas spécifique de cette crise sanitaire, qui est aussi une crise alimentaire liée donc à l'effondrement de l'économie locale. C'est-à-dire que nous donnons des bons alimentaires aux gens qui ont faim, qui ont réellement faim et qui ont des difficultés pour se nourrir sur cette période parce que l'économie s'est effondrée. Alors effectivement, il y a des personnes qui sont en situation administrative complexe, on va dire, mais il y a aussi des Mahorais. Et si nous avons souhaité mettre en place un vrai partenariat avec les communes, avec les CCAS, c'est justement pour que le répertoire des personnes qui peuvent avoir droit à cette aide spécifique sur cette période spécifique de crise puisse être destinataire de ces bons alimentaires. Et tout le travail qui est fait actuellement et les fichiers qui nous remontent nous montrent d'abord qu'on avait des personnes qui étaient dans nos premiers fichiers du premier confinement et qui avaient des difficultés. Et les CCAS nous apportent des nouvelles personnes, effectivement, qui sont soit de nationalité française, mahorais, soit des ESI en situation très difficile, soit des personnes régulières et que l'on nourrit dans cette période difficile et conflictuelle. Nous avons jusqu'à présent, c'est-à-dire en 2 mois, amener déjà 1 million d'euros de distribués sur le territoire pour ces personnes en difficulté. Et nous allons continuer progressivement, bien évidemment, à les nourrir dans le cadre de l'aide alimentaire classique, avec une diminution, évidemment, du nombre de personnes, puisque l'économie va se relancer maintenant que le confinement est terminé. Quand on vous entend, on dit tous ceux qui ont faim, on comprend ce que ça veut dire derrière, mais est-ce que vous comprenez que des gens se soient révoltés en disant « mais pourquoi vous donnez des bons alimentaires à ceux qui n'ont pas le droit d'être à Mayotte ?» Vous allez laisser les mourir dans la rue ? Enfin, je trouverais ça scandaleux. Au nom de l'être humain et de l'humanisme que nous devons tous prôner, il est inconcevable qu'on les laisse mourir de faim dans la rue, même s'ils n'auront a priori administrativement pas le droit d'y être. C'est ça, et je fais l'avocat du diable. Ils n'ont pas le droit d'être là, donc c'est de leur faute à eux. S'ils sont là, pas de la faute de l'État, pourquoi ça coûte de l'argent à l'État ? Mais parce que l'État français est un État qui est là pour aider les personnes qui sont sur son sol. On ne va pas laisser les gens mourir, comme on va les soigner aussi. L'aide médicale d'État, on se doit, parce qu'on est un État d'accueil, on est un État qui respecte les droits de l'homme, on ne va pas les laisser mourir dans la rue. Alors je sais que ça peut froisser, je sais que ça peut être compliqué, mais c'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité. On doit nourrir, on doit héberger, mettre en sécurité les personnes. Effectivement, pas forcément dans des hôtels 4 étoiles et ils vont pas manger du caviar tous les jours, ça c'est clair. Mais on ne peut pas les laisser dans un état sanitaire, dans un état alimentaire ou un simple toit tel qu'ils sont actuellement. C'est aussi d'ailleurs le cas du travail que l'on fait actuellement sur la résorption des habitats insalubres et illégaux qui sont sur le territoire. On en parlera juste après. La valeur des bons alimentaires, parce que certains disent que c'était pas assez. Ce plafond de 40, c'était pas assez. On n'est pas là pour
pour donner forcément à manger du caviar, ce que je viens de dire. Oui. On est là pour que les gens aient le minimum pour acheter le sac de riz, le litre d'huile, la farine, et que... oui, mais certains disent justement que c'est bon alimentaire, ils ont servi pour acheter autre chose. Est-ce qu'il fallait peut-être pas mieux distribuer des paquets d'aliments, enfin directement de la nourriture? Ça, on l'a testé plusieurs fois. Les communes l'ont essayé aussi, les CCAS le font assez régulièrement sur des publics très ciblés. Mais sur la quantité de personnes que l'on avait à nourrir, je vous rappelle quand même, premier confinement, on a nourri 230 000 personnes. Nos fichiers contiennent 230 000 personnes. C'est ce qui correspond 230 000 personnes qui ont droit. Non, qui ont été aidées pour manger. Alors je dis, ça veut dire des familles complètes. Hein, quand 230 000. On voit qu'un problème au niveau des habitants. Mais 80% de la population est en dessous du seuil de pauvreté ici. Ouais. Faites le ratio et vous verrez que c'est pas aberrant. Alors, Patrick Bonfils, est-ce que justement, est-ce qu'on peut parler d'une incompréhension? Parce qu'on le sait très bien que quand il y a eu, en tout cas, ce décret de la préfecture qui parlait de ces bons alimentaires, c'est vrai que peut-être il y a eu cette incompréhension dès le départ. Et c'est pour ça que beaucoup de collectifs ou même la population mettaient la pression à leurs élus, notamment dans les communes, en disant oui, c'est pas raisonnable, machin, on comprend pas pourquoi on exclut les Mahorais parce que ils touchent les prestations locales, enfin familiales, parce qu'ils touchent le RSA, parce qu'ils touchent une petite chômage, retraite chômage, donc là on n'a pas le droit. Est-ce que vous pensez que c'était l'incompréhension dès le départ? L'incompréhension elle est due au contexte qui dit inconditionnalité et éviter que les gens meurent de faim. Là on va s'arrêter sur la distribution inconditionnelle, bien évidemment. Ceux qui touchaient déjà des prestations, ils vont continuer à les toucher, mais ils n'auront plus forcément les bons alimentaires et ils continueront à manger. Donc ils n'étaient pas en situation d'extrême précarité comme ceux qui ont tout perdu parce que l'économie s'est effondrée. Alors l'incompréhension elle est certainement liée à ça, bien évidemment. On a rectifié en montant évidemment le plafond des ressources disponibles pour essayer d'élargir un petit peu les choses, en sachant que, vous le savez pertinemment, que le RSA n'est pas à la hauteur de RSA qu'on touche ailleurs. Les prestations sociales ne sont pas à la même hauteur, mais il y a aussi un engagement fort des communes et du département à avoir, parce que les UTAS et les CCAS, ils sont aussi là pour ça, pour compenser parfois des complexités qui sont en train de s'améliorer. Hein. L'État travaille sur une convergence, c'est pas à l'échelle de demain, mais ça se fait sur la durée, parce que ce sont des sommes qui sont considérables. On a engagé ce travail-là déjà depuis plusieurs mois, voire 1 an et demi maintenant, sur cette convergence, ça avance et on commence à rattraper doucement le retard des prestations. Ça va se faire dans la durée et à un moment donné, évidemment, Mayotte sera certainement à la hauteur des prestations qu'ils doivent toucher. Mais on ne peut pas forcément, dans des situations d'urgence comme ça, dire on va vous donner plus à vous qui touchez déjà des prestations et après de toute façon vous n'aurez plus que vos prestations et vous n'aurez plus les bons. Voilà, c'était aussi délicat à traiter. Sachez qu'on fait le maximum, on est à l'écoute des communes, on a été à l'écoute de l'Union des départementales des CCAS pour essayer de trouver la bonne jauge possible, et ça n'est pas forcément très très simple. Alors pour finir avec ce sujet, parce qu'on doit continuer, Patrick Bonfils, j'avais reçu le collectif des réfugiés de Mayotte ici, des migrants africains, et qui me disaient oui, nous on nous a exclus à chaque fois qu'on veut manger, à chaque fois qu'on mange, on nous demande d'aller voir les associations, notamment Solidarité Mayotte, pour n'en citer que celle-là, mais on n'a pas le droit d'aller faire la queue à la Croix-Rouge, machin. Je dis mais je comprends pas, expliquez-nous, est-ce que vous pouvez nous éclairer dessus? D'abord, il faut savoir que les demandeurs d'asile et les ayants droit, ceux qui sont statutaires, ont des dispositifs spécifiques, effectivement, et qui sont financés à Solidarité Mayotte pour qu'ils soient accompagnés. Donc nous, ce qu'on veut éviter, c'est le cumul. Oui. Il y a un moment donné, si je vais chercher, faire la quête partout, un bout par-ci, un bout par-là, c'est pour ça d'ailleurs qu'on croise nos fichiers, qu'on travaille en synergie avec les associations, qu'on leur demande de nous remonter des listes pour éviter que des petits malins, il y en a, on en détecte tous les jours dans nos listes, aillent chercher à tel endroit et à tel autre. Voilà, on veut distribuer au maximum de personnes qui ont faim, mais on ne veut pas que les gens cumulent. On a quand même eu à un moment donné des gens qui allaient cumuler et qui revendaient
les bons alimentaires derrière. Donc voilà. Même ça allait loin, on parlait de certains élus qui le faisaient. Alors, ça c'est un autre problème et c'était pas sur nos bons alimentaires parce que nous les contrôlions. Il y a aucun souci. Ouais, mais voilà, il y a eu des dérapages. Donc pour éviter les dérapages, il faut qu'on soit très vigilant. Alors c'est vrai que ça met un peu de temps à la mécanique à se mettre en route à chaque fois parce que c'est des négociations. Mais on a fait le job et l'argent qui nous a été donné par Paris pour pouvoir pallier cette carence alimentaire, eh bien nous l'avons dépensé et ça on peut vous apporter les chiffres sans aucun problème. Patrick Bonfils, autre sujet, Dieu sait s'il est important, c'est les décasages qui ont lieu régulièrement. Il y a eu ce gros décasage qui est fait du côté de Congo, la Jamaïque. Certaines familles doivent être relogées. Où en est-on à ce niveau-là? Alors toutes les familles qui ont demandé à être relogées le sont. Il y en a combien? De mémoire, 15 familles, ça représente un peu plus de 65 personnes qui ont demandé à être relogées. Nous, le travail de l'État, c'est de proposer un relogement. D'accord. Les familles sont libres ou non de les accepter. Ceux qui ont accepté sont relogés. Ils sont relogés où? Alors ils sont relogés, c'est un petit peu éclaté, parce qu'on n'a pas forcément des logements là où ils habitaient. Donc il y en a qui sont sur petite terre, des logements qui ont été préemptés par nos associations qui travaillent avec eux. Il y en a sur Tsunzu, il y en a sur Mamoudzou. Voilà, voilà, c'est un petit peu éclaté sur le territoire et les familles qui ont accepté d'y aller actuellement sont prises en charge et font l'objet d'un suivi social. Qu'en est-il de la polémique de dire il y a également ceux qui n'ont pas le droit, c'est comme pour les bons alimentaires, ceux qui sont en situation un peu irrégulière ou en attente de choses comme ça, qui vont passer devant pour pouvoir avoir des logements sociaux après? Alors, tous ceux qui étaient irréguliers et qui étaient sur ce quartier-là, régulièrement avant le décasage, ont été avertis que ça allait se passer. Alors, il y en a beaucoup qui se sont égayés dans la nature. D'accord, je comprends tout à fait parfois la frustration de certaines communes qui voient arriver des personnes. Voilà, je l'entends bien. Beaucoup ont été captés par les GAO et par la PAF et ont été renvoyés bien évidemment là d'où ils venaient. Plus de 140 personnes. 150, voilà. 150. 140, ça doit être 147. Enfin, je suis dans le genre. Voilà, qui ont été reconduites. Donc ça fait déjà aussi du monde. Sont-ils revenus? Ça, c'est un autre problème. Et puis le reste, ils trouvent des solutions soit familiales, donc ils vont s'empiler dans un appartement à plusieurs, soit effectivement ils vont aller rebâtir peut-être plus loin dans un autre espace un nouveau banga, mais que là nous prendrons en flagrance et que nous détruirons avant même qu'il soit construit, si les mairies évidemment nous font remonter ces problématiques de flagrance. Une autre solution, c'est les fameux villages relais. Il y en a un qui se construit du côté de Tsunzu. D'ailleurs, on voit maintenant les tubulaires qui montent. Où on est au niveau de ce chantier? Voilà, donc ça monte effectivement. Ça aurait dû être livré dans le courant de l'année 2020, mais le Covid nous a complètement freiné les choses, même bloqué. Et quelques incompréhensions aussi, puisque à un moment donné, un collectif est venu pour quelques jours. Voilà, ça touchait la mangrove, ce qui n'était pas le cas, puisqu'on avait fait quand même toutes les études préalables avec les femmes et avec toutes les strates compétentes de l'État. Tout ça étant dit, c'est en train de se monter. Il sera livré dans le courant de l'année avant la fin de ce semestre pour pouvoir être habité le plus rapidement possible et permettre effectivement la mise en place d'un transfert des personnes qui sont dans des habitats insalubres ayant droit et français pour pouvoir les faire venir là, les accompagner dans une démarche sociale de gestion de budget, de dépôt de dossier sur du logement social en dur cette fois-ci, et donc pouvoir du village relais les faire partir sur du vrai logement en dur. C'est une zone de transit quelque part. C'est une zone de transit, c'est à ça que ça sert. Durer longtemps, parce que le problème c'est le logement. On sait qu'il y a des problèmes de construction, de logement. Il n'y a pas de place. La CIM était venue là en disant mais à Mamoudzou j'ai très peu de place pour le logement vacant. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a une deadline pour ces gens-là ou est-ce que ça peut durer plus longtemps? Alors on sait qu'on a environ 500 logements qui doivent être construits cette année par la CIM. La capacité de ce village relais est 200 personnes à peu près. Donc vous voyez, il y a déjà une possibilité de faire avancer les choses. On a aussi entamé le travail financier et de prospective pour faire 4 autres villages relais sur le territoire qui seront disséminés bien évidemment dans les points géographiques stratégiques pour que ça soit proche des zones que l'on va éradiquer en tant qu'habitat insalubre cette fois-ci. Oui. Donc
ce travail-là se fait de façon progressive. La construction donc de 2000 logements sur les années à venir, qui est engagée par la CIM avec sur des crédits d'État et ainsi de suite, va permettre de résorber une grande partie de cet habitat indigne et de permettre aux familles d'être logées dans des conditions tout à fait décentes, dans du dur. Et le gros sujet, c'est la petite terre. Ça va commencer là. Oui, alors les prochaines actions vont avoir lieu sur petite terre. De décasage. Oui. Alors décasage, c'est un mot que j'aime pas trop. Hein. J'aime bien plutôt résorption de l'habitat indigne ou insalubre ou illégal, si vous voulez, pour certains cas. Des fois, ils sont les trois en même temps. Voilà. Mais c'est surtout permettre à des familles d'être dans des situations de vie qui soient décentes. C'est surtout ça dont on a besoin sur ce territoire et éviter la propagation de ces structures en tôle qui sont complètement indécentes et dangereuses pour les familles. Camar ? Alors moi j'aimerais, Patrick Bonfils, comprendre le mécanisme. Quand il y a eu destruction et que nous avons deux familles, deux familles, une famille en situation régulière, donc qui détient ou qui a une carte de séjour, et une famille qui est française, mais qui n'ont pas aujourd'hui de logement et on est en train de détruire. Quand ils arrivent au village relais, qui fait les démarches pour leur trouver ailleurs? Est-ce que c'est la préfecture directement? Est-ce que c'est des accompagnants? Est-ce que c'est des acteurs sociaux qui viennent pour les accompagner? Et si la famille en situation régulière, mais d'origine étrangère, n'a pas de prestations sociales, comment elle va pouvoir aller dans un lot de logement pour le payer? Un logement décent, je veux dire. Alors, le mécanisme en fait Alors le mécanisme est simple, effectivement. Une fois qu'ils sont dans le village relais, ils sont accompagnés par des professionnels, des acteurs, des éducateurs sociaux. C'est un appel à projet que nous allons faire pour qu'une structure associative, en général, avec des acteurs sociaux, s'occupe du village relais. C'est-à-dire qu'ils seront présents sur le territoire. Il y a une maison qui est dédiée à ça, avec un gardien, et les acteurs sociaux ont une salle pour pouvoir accompagner, faire un média training avec les familles. L'accompagnement, c'est quoi? C'est d'abord connaître la composition familiale et leurs revenus, leurs sources de revenus. Il faut savoir que dans la majorité des zones d'habitat banga, insalubre et ainsi de suite, les gens payent un loyer. Ils payent quelque chose. 100, 150, 200, j'ai entendu 250 € dans certains coins. Vous savez qu'à partir de 100 €, si on est ayant droit, et ça sera le cas de ceux qui seront dans le village relais, si on est ayant droit à partir de 100 €, on peut avoir accès à un logement social. Mais des fois, ceux qui ont la source de revenus peut être informelle, des fois, ceux qui payent dans les bangas. Alors, l'origine du revenu peut être effectivement parfois informelle. Alors, il y a eu énormément de régularisation. Les petits vendeurs bord de route et ainsi de suite, souvent des vendeuses d'ailleurs. Il y a eu un gros travail qui a été mené par la DIECT, mon futur métier, voilà, avec le pôle qui s'appelle Concurrence, Consommation et Répression des fraudes, a accompagné énormément de mamans qui vendaient en bord des routes pour qu'elles se régularisent. Donc, elles sont déclarées maintenant, elles sont patentées. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont des revenus énormes, mais au moins... Celles qu'on voit au bord de la route sont déclarées maintenant. Pratiquement toutes. Pratiquement toutes. Celles qui sont en situation, alors celles qui sont françaises bien évidemment, mahoraises, et celles qui sont en situation régulière. Elles sont pratiquement toutes déclarées. Voilà. Évidemment, celles qui ne sont pas en situation régulière ne sont pas allées se déclarer pour éviter effectivement de se faire rattraper. Mais une grande majorité, puisque c'est un travail qui a été mené déjà depuis 2 ans, de régularisation. C'est ça l'accompagnement social. Et la transversalité justement de ma future direction, c'est aussi de permettre de lier le social à l'emploi et à un cadre qui soit légalisé pour accéder ensuite au logement, pour accéder aux droits sociaux, aux prestations sociales et ainsi de suite. Merci beaucoup, Patrick Bonfils, d'être venu ce matin pour nous éclairer par rapport à tous ces sujets. Dieu sait si c'est complexe. Il y a encore des choses à dire. Vous reviendrez évidemment. Avec plaisir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.